Comme nous venons de le voir, la séquence de confinement-déconfinement a nécessité de l'agilité dans les entreprises, recours massif au télétravail, qui avait jusque-là du mal à se développer en France, des rythmes managériaux innovants, points réguliers avec les équipes à distance, pilotage de l'activité avec un recours massif au reporting en tout genre, maintien du lien social avec la salariée, renforcement de la communication pour les éclairer, voire les rassurer en termes de maintien dans l'emploi ou de rémunération. Ces modifications de l'organisation du travail ont également eu des impacts forts sur les salariés. Je vous propose donc de passer à la deuxième partie de notre webinaire, les principales sources d'inquiétude ou de stress ressenties par les salariés. Christian Mingui, pouvez-vous nous indiquer, dans le cadre de vos activités de conseil, les principales sources d'inquiétude ou de stress ressenties par les salariés que vous avez pu identifier? Oui, effectivement, nous avons été très sollicités hein, sur ces derniers mois. Alors, grâce à notre groupe, le WPO, on a eu une première expérience, puisqu'en fait, déjà en Chine, on avait eu la première vague, suivi la première vague. Donc, on a aussi pu voir comment on pouvait mieux accompagner les salariés et notamment à travers de nouveaux modes de communication, des webinaires sur thématiques. Alors, en France, bon, c'est clair que la situation a clairement impacté les salariés. Le confinement est une épreuve psychique qu'il ne faut pas sous-estimer. Donc, on a noté une augmentation des détresses psychiques, une nette dégradation de la santé mentale. Alors, une étude a montré qu'après 2 mois de confinement en Chine, il y avait une augmentation des troubles mentaux, donc dépression, troubles anxieux de 47%. Ce qu'on a pu noter aussi dans les entretiens, donc au téléphone pour les personnes qui nous ont appelés, c'est les problématiques de sommeil. Donc on a pu aussi les accompagner, notamment par des techniques de gestion de stress, de pleine conscience. Augmentation des addictions aussi. Une étude récente d'un confrère, 5,5 millions de Français ont augmenté leur consommation d'alcool. C'est pas neutre, hein, donc les habitudes qui ont été prises. Alors, les personnes n'ont pas toutes été atteintes de la même manière. Vous avez vraiment une situation, une crise un peu protéiforme. Il y a les gens qui se retrouvent au télétravail, qui sont contents d'être au télétravail, qui ont eu plus de temps avec la famille. Il y a des gens qui se sont retrouvés au télétravail et ça ne leur convient pas et qui rêvent de revenir au travail. Tout le monde n'a pas été en télétravail, hein, n'oublions pas. Il y a des gens qui ont dû aller rester en contact avec la clientèle, avec tout ce que ça implique en termes d'exposition au risque pour soi et pour les siens. Donc vraiment une situation assez complexe. Alors, ce que nous, on a noté, alors, au niveau de notre fédération, parce qu'on a communiqué, dans notre fédération des intervenants des risques psychosociaux en France, une augmentation hein, des sollicitations hein, auprès des plateformes, notamment de plus de 45% d'appels, soit par des entreprises qui avaient déjà des dispositifs d'écoute ou des nouvelles entreprises qui se sont dotées de ces services. Alors, quelles sont les problématiques qu'on a notées? D'abord, l'angoisse, hein, clairement, l'angoisse liée à la maladie, hein, qui peut soit nous toucher, soit nos proches, avec en particulier les professionnels qui sont en contact avec le public. Alors nous, on accompagne beaucoup les personnels, notamment dans des cliniques. Donc là, effectivement, la situation était extrêmement tendue, avec la peur d'être contaminé, mais aussi le vécu et le risque d'épuisement. Après, toutes les difficultés liées au télétravail confiné, qui, quand même, dans un certain nombre de cas, a été mise en place de façon précipitée, avec tout ce que ça impliquait en termes d'adaptation, des managers qui ne sont pas tous à l'aise. Hein. Il y a des managers qui sont naturellement à l'aise ou parce qu'ils l'ont pratiqué, mais d'autres qui ne sont pas à l'aise avec un management à distance, donc qui ont un peu aussi une tendance à demander du reporting, à surveiller, donc à faire un peu du micromanagement. Autre situation que nous avons identifiée, c'est vraiment la difficulté, alors notamment pour les femmes, hein, de surfer entre à la fois le travail, s'occuper de la famille et des repas, s'occuper des écoles pour les enfants, donc le risque carrément d'épuisement pour ces personnes-là. Avec des situations aussi de stigmatisation hein, pour certaines personnes qui se sont arrêtées,
pour s'occuper des enfants ou parce qu'il y a une maladie, etc. Donc, faire attention aussi à un peu un sentiment d'inéquité entre les gens qui sont surmobilisés et les gens qui ne sont pas mobilisés. Donc, attention au retour, parce que tout ça, il faudra en discuter. Et puis, le dernier point, mais très important, c'est devenu la deuxième cause d'appel, c'est tous les appels liés à la sécurité économique. Parce que l'entreprise est menacée, parce qu'on a un chômage partiel, parce que voilà, on se pose d'énormes questions sur l'avenir économique. On sait que la crise est à la fois sanitaire, mais économique. Alors là, ce qu'on voit nous maintenant, c'est la sortie du confinement, avec tout ce que ça implique. C'est-à-dire que c'est une crise qui dure, en fait, qui est protéiforme et qui dure. Et maintenant, la nouveauté, c'est que finalement, on s'était un peu habitué, pour certains en tout cas, à une certaine protection, à être un peu dans une cage. On ouvre la cage, on n'a pas forcément envie de sortir tout de suite de la cage, en sachant que la nouveauté de cette crise, c'est que le danger, il vient de l'autre. Et vraiment donc de faire attention à l'autre. D'où nos recommandations sur le retour au travail, c'est à la fois de jongler sur, oui, certes la peur, mais aussi sur l'envie, parce que l'homme est un animal social, a envie de se retrouver, le commerçant a envie de retrouver effectivement son client, on a envie de retrouver ses collègues parce que le virtuel a ses limites, et puis aussi de capitaliser sur ce qui s'est bien passé quand même. Donc, il y a eu quand même une phase où il y a eu le prendre soin des autres. Comment vas-tu? C'était un vrai comment vas-tu? Donc, essayer de capitaliser sur ces points-là. Ce que nous, notre recommandation, c'est un point de vigilance très particulier pour les managers, parce que les managers ont été vraiment confrontés à un changement extrêmement fort. On est dans une phase vraiment d'une société en pleine transformation. Tous les managers ne sont pas à l'aise avec cette transformation. Ils doivent potentiellement gérer des conflits, aller vers des personnes qui sont peut-être plus distantes, qui ne se sont pas manifestées. D'où la nécessité vraiment de les accompagner pour faire face au mieux à ce changement. Ils vont avoir un rôle très important à jouer dans l'accueil des personnes au retour au travail, de pouvoir échanger, écouter, effectivement célébrer ce qui a été réussi, parler de peut-être ce qui n'a pas été réussi, comment on peut le transformer tout ça, d'où un rôle très important. Et puis au niveau organisationnel, ces 2 mois, je redis, n'ont pas été neutres. Donc on voit des résurgences des risques psychosociaux, d'où la nécessité à notre sens de faire une évaluation en fait de la situation pour repartir sur de bonnes bases, parce que si on veut gagner la bataille économique, il faut effectivement une mobilisation de l'humain et donc évaluer les risques humains et sociaux. Merci beaucoup, Monsieur Mingui, pour toutes ces précisions. Ce que je vous propose maintenant, c'est de redonner la parole aux intervenants. Madame Célia Coq-Chevalier, vos salariés sont directement au contact d'une clientèle qui est française, mais qui est aussi internationale. Je pense notamment à la clientèle chinoise qui peut venir dans la boutique. Est-ce que les sources de stress, est-ce que les sources d'inquiétude étaient similaires à celles que vient de préciser Christian Mingui, ou y avait-il des spécificités liées à votre activité? Alors, il y avait 3 sources effectivement de stress chez nous, sur similaires à ce qui vient d'être entendu, mais on a eu 3 étapes. Il y a eu l'étape avant confinement, avec la peur d'attraper ce virus, parce que nos clients chinois étaient encore présents en France, et dans les contacts qu'on pouvait avoir,
il y avait cette incertitude et cette crainte, le virus venant de l'autre, comme le disait très justement la personne qui intervenait juste avant, on ne savait pas trop comment se positionner. Maintenant, les mesures que l'on a prises tout de suite en magasin ont rassuré les équipes et les équipes ont vu qu'il y avait cette anticipation même par rapport à ce qui se passait en France au global. Donc ça, c'était quelque chose de très réconfortant. Ensuite, il y a eu les craintes pendant le confinement. Avec la première des craintes, c'est... Alors, je crois effectivement que nous avons perdu Daniel, qui était en communication. On peut peut-être continuer, on reprendra après, Oui. peut-être. Oui, je pense que quelqu'un peut prendre la parole. Stéphane Ganac, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, voilà. Alors moi sur les sources de stress, en fait, hein, moi, nous, ce qu'on a identifié, c'est deux sources de stress. Une première qui est liée au confinement et la deuxième qui est liée au télétravail. Alors sur le confinement, c'est ce qu'on a dit un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire la crainte d'abord la crainte du virus. C'est la gestion des enfants et notamment pour les femmes, hein, le fait d'avoir les éléments domestiques et malheureusement schéma assez classique de déséquilibre homme-femme, hein, dans la maison, plus les enfants à gérer, plus l'activité professionnelle. La difficulté aussi de gestion des temps, c'est-à-dire que notamment dans le cas des enfants, le temps libre du parent pour télétravailler, il se situe plutôt pendant la sieste des enfants ou le soir, donc un décalage des temps de travail. Les situations personnelles difficiles, des personnes qui étaient en situation de séparation par exemple et qui se retrouvent confinées ensemble et à télétravailler ensemble, souvent dans un espace réduit, donc on cumule les problématiques. Et puis les difficultés matérielles concrètes, hein, d'installation. Je trouve l'idée d'Edouard géniale là, sur le drive pour récupérer son siège ou autre. Moi j'ai mal au dos depuis un mois, on aurait dû faire ça. Et ça c'est la première source de stress qui est le confinement, et la deuxième c'est le télétravail, et ça c'est l'accroissement des réunions et des calls, et auxquels on n'était évidemment pas du tout préparé. Tout ce qui est des managers, effectivement, peu habitués à ce mode de management. Nous, je vous l'ai dit, nous, c'était un pilote qui devait donc s'enrichir d'expérience et autres. Évidemment, tout le monde est tombé dans le grand bain. L'autre élément, moi je trouve, qui a été source de stress, c'est toute la disparition finalement du non-verbal ou de l'informel. Quand on croise un collègue, quand on prend le pouls, on le sent, quand on le voit, là c'est beaucoup plus difficile. Alors il y a des éléments qui ont essayé de recréer ce lien. Nous on a organisé beaucoup avec Yammer, beaucoup d'événements, beaucoup d'éléments extra-professionnels. Il y a des directions qui ont mis en place, par exemple, des cafés virtuels où tous les matins, ils se voient un quart d'heure, pas plus, et ils parlent de tout sauf du boulot, comme ils l'auraient fait à la machine à café. Mais moi, ce que je sens, c'est qu'au bout d'un mois et demi, ça s'essouffle un petit peu, hein. Ça a très bien démarré au début, des concours photos, des membres du COMEX chez eux, des salariés, des équipes, même des administrateurs qui ont joué le jeu chez nous, des concours de dessin d'enfants, etc. Maintenant, on sent que ça tombe un petit peu parce que le télétravail a plus ce côté à la fois brutal et aussi un petit peu excitant du début. On est plus dans une routine à laquelle on n'est pas adapté. Et puis peut-être le dernier élément de source de stress lié au télétravail, c'est la surcharge de travail, hein, tout simplement. Enfin, Christian le disait tout à l'heure, il y a une surcharge de travail très très importante pour bon nombre de collaborateurs, et en parallèle certains qui, eux, sont en sous-charge d'activité, ce qui n'est pas forcément bien vécu non plus. Le fait de ne pas travailler, le bore-out dans d'autres circonstances, ça se voit par défaut d'équipement, par défaut de connexion, et c'est forcément très compliqué à vivre pour les collaborateurs. Alors, si je peux reprendre le relais, Édouard Michel, donc Manutan, effectivement, sur cette séquence stress, comme le disait Stéphane, hein, je suis tout à fait d'accord avec son intervention par rapport aux populations en télétravail. Alors, on a, comme on l'a dit au début, hein, beaucoup fait de communication, et notamment mis en place des réunions ponctuelles, et notamment avec notre direction générale qui faisait très régulièrement de ce qu'on appelle chez nous habituellement des plénières physiques où tous les collaborateurs viennent. Là, c'était virtuel, mais c'était important qu'il y ait des échanges réguliers.
sans parler évidemment des nombreuses communications, témoignages, même des collaborateurs qui soient sur site ou à distance et qui se faisaient via nos plateformes internes d'intranet et autres. Et puis, puisque c'était aussi l'objet de l'intervention, sur la partie logistique, on a, je l'ai dit, on a continué l'activité. Donc, il y avait un stress à la fois physique et je dirais psychologique, physique, parce que les collaborateurs avaient vraiment besoin de se sentir en sécurité en venant travailler sur le site et de s'assurer que donc on mettait tous les moyens pour, et puis de s'assurer qu'on ne faisait pas venir n'importe qui sur le site. C'est donc pour ça qu'on a vraiment cantonné l'ouverture du site uniquement aux populations logistiques et qu'on a demandé à tous les autres de rester chez eux de manière à ce qu'il n'y ait pas de contamination et c'était important pour nos populations logistiques de se sentir en sécurité. Et psychologique parce que d'une certaine manière, c'était les seuls à rester travailler sur site. Leurs collègues étaient à distance et ils avaient l'impression de porter sur eux, sur leurs épaules, toute la responsabilité du business, quoi. Donc évidemment, c'est pas aussi tranché que ça, tous ceux qui étaient à distance travaillaient, mais il a fallu aussi leur faire comprendre que oui, ils étaient désormais les seuls en responsabilité physique sur le site, mais qu'ils n'étaient pas les seuls à porter la responsabilité du groupe et de son activité. Et donc on a aussi mobilisé différents dirigeants pour aller à leur rencontre. Donc on a notre direction générale qui dans tous nos sites, à chaque fois, dans toutes les filiales, passait presque tous les jours, ou tous les jours en tout cas, sur la partie exploitation, pour aller visiter, voir les collaborateurs. Et puis moi, à titre personnel, typiquement, j'étais là une fois par semaine aussi sur notre siège logistique. Et évidemment, il y avait des présences RH physiques à chaque fois pour répondre aux collaborateurs et aux différentes inquiétudes qu'ils pouvaient avoir. Donc, un stress des deux côtés, à la fois pour les personnels tertiaires à distance et puis pour le personnel physiquement présent en logistique. Je peux enchaîner, je crois que Daniel a... Oui, allez-y, je vous en prie. Voilà. Dans ce qui a été évoqué, on retrouve effectivement le même côté protéiforme évoqué tout à l'heure par Christian. Et on voit bien qu'on est en train de passer d'une crise finalement sanitaire à une crise économique. Et donc, il faut qu'on continue à s'adapter en permanence. Dès le début, nous, on avait mis en place pour accompagner cette crise sanitaire des services comme la télémédecine et nos collaborateurs nous ont dit c'est extrêmement rassurant pour nous de pouvoir voir en quelques minutes un médecin qui au travers de ce qu'on lui décrit est capable soit de nous rassurer, soit de nous aiguiller vers les bonnes démarches à suivre. Donc cet outil de télémédecine qu'on avait mis en route avant la crise a trouvé vraiment sa pleine utilité et avec une très très forte adhésion pendant effectivement ce type de crise. Et la plateforme d'écoute psychologique est extrêmement importante. Donc on a mis ça également en œuvre parce que l'angoisse, l'anxiété, qu'on soit confronté effectivement à la maladie, personnellement, d'un proche, voire le décès. Le décès, on a la chance de ne pas avoir eu de décès de collaborateurs, mais des décès de proches. Certains de nos collaborateurs ont été hospitalisés, néanmoins. Donc là aussi, c'est des situations qui sont difficiles parfois à vivre, notamment dans des équipes qui sont habituées à travailler avec une proximité très très forte. Donc tout ça, ce sont des dispositifs qu'on avait mis en œuvre, mais à un moment donné, on a vu que c'était insuffisant parce qu'on n'arrivait pas à avoir le pouls très précis, parce qu'il y a beaucoup de configurations. Donc on a mis en place un baromètre, un questionnaire complètement anonyme, avec un taux de réponse qui a été extrêmement élevé, puisqu'on a dépassé 70% de taux de réponse, pour savoir effectivement comment nos collaborateurs vivaient cette situation. Et avec, encore une fois, des contextes très différents. Et on a d'ailleurs identifié très vite, on a quasiment 20%, notre effectif qui a été mis en activité partielle, des ressentis extrêmement différents. Effectivement, moi je suis en activité partielle, je suis dans un tout petit espace confiné, je ne travaille pas, versus celui qui continue son activité. On l'a évoqué, qui très souvent travaille plus. Nous, c'est 68% de nos collaborateurs qui en activité qui se sont déclarés avec une surcharge de travail parce que il a fallu s'adapter à une nouvelle façon de travailler. Et donc voilà, ça c'est important. Et donc il a fallu qu'on détecte un petit peu à la fois ces signaux faibles, qu'on voit la tendance. Parce qu'encore une fois, au début de la crise, on était beaucoup dans le sanitaire. Maintenant, on voit qu'on est beaucoup plus dans l'économique, avec effectivement une inquiétude sur est-ce que mon emploi va être préservé. Ok, aujourd'hui, je comprends qu'il y a un mécanisme, un dispositif, en tout cas en France, d'activité partielle qui permet de maintenir l'emploi.
mais je vous assure que dans nos pays à l'étranger, c'est pas le cas. Donc l'angoisse liée à ça est encore plus forte dans nos pays, par exemple en UK, au Canada, aux États-Unis, c'est différent. Donc ça aussi, c'est à prendre en considération parce que ça peut avoir de l'impact sur l'ensemble du groupe. Donc ça, c'est les choses qui sont quasiment toutes les 2 semaines, on fait ce baromètre, on mesure comment nos collaborateurs vivent ça et on essaye d'adapter notre dispositif. Tout à l'heure, ça me faisait sourire parce qu'effectivement, dans le premier baromètre est apparu parce qu'il y avait beaucoup de verbatim et de champs libres, certains collaborateurs nous disaient on ne sait pas trop quelle est la posture que l'on doit adopter effectivement quand on est à notre poste de travail, sur notre chaise, etc. Bon, on a pris ça en compte et on a mis en place avec des partenaires des gestes, des postures à adapter quand on est au travail sur des chaises qui ne sont pas forcément celles qu'on a forcément au travail. Donc voilà, ça c'est des choses sur lesquelles du coup on a pu mener des actions parce qu'on a été chercher le pouls très précis. Il y a un autre point. Pardon. Ouais, on a une question qui va peut-être compléter vos propos de Joël Liou. Il nous dit bonjour, il est important de questionner et de verbaliser sur le stress vécu et ressenti à l'instant T. Quid du stress post-traumatique et de ses effets? Comment l'évaluer et le prévenir? Donc, vous avez mis en place un baromètre, donc si vous pouvez peut-être expliciter, peut-être faire intervenir d'autres intervenants, n'hésitez pas. Oui, complètement. Peut-être là-dessus, ce qu'on a essayé de faire, c'est aussi dédramatiser les coups de blues qu'on peut avoir dans ce type de situation. Et même notre président a pris la parole, il a fait une vidéo et il a dit, voilà, moi, lundi dernier, à 20h, j'étais KO, je me suis couché. Et j'ai posé des jours de congé. Parce que aussi on a un petit peu oublié ça, mais il faut savoir se reposer, il faut à un moment donné aller se ressourcer et prendre de l'énergie pour pouvoir continuer, notamment quand on est dans des phases de transformation de nos rythmes de travail extrêmement différents comme ça. Alors sur le post-traumatique, je suis pas un expert de ça, peut-être que Christian connaît ça effectivement peut-être un peu mieux que nous, mais nous, on va continuer, en tout cas, ce pouls, parce que, encore une fois, la crise, elle n'est pas terminée. On rentre dans une nouvelle phase de la crise. Donc maintenant, il va falloir qu'on s'adapte encore en permanence, et encore une fois, avec des postures probablement très différentes entre les collaborateurs qui sont en activité, ceux qui ne le sont pas, ceux qui potentiellement pourraient avoir leur travail qui serait à risque, notamment dans nos pays où il n'y a pas d'activité partielle. Il va falloir qu'on s'adapte par rapport à ça, tout en sachant que sur la partie sanitaire, aujourd'hui, on découvre jour après jour les potentiels impacts du Covid. Nos collaborateurs qui ont été contaminés, on en a, on monitore tous les jours ce point-là. Vous voyez, il y a des études qui tous les jours sortent sur y a-t-il un impact sur la partie respiratoire, y a-t-il un impact sur le cerveau, puisqu'ils sont en train de regarder notamment ça. Donc oui, ça va créer des angoisses additionnelles qu'il va falloir qu'on prenne en compte, parce qu'elles auront forcément un impact sur le travail et sur le milieu professionnel. Donc c'est déjà en étant à l'écoute par rapport à ça. Peut-être, si je peux me permettre de compléter, effectivement, il y a une dimension traumatique, pour certaines personnes en tout cas, et il faut vraiment veiller à l'identifier. Donc c'est vrai que quand les gens nous appellent, c'est quelque chose qu'on évalue. Alors, vous avez le traumatisme, c'est quoi? C'est parce qu'il y a exposition à la mort ou au danger, soit parce qu'effectivement, on a été exposé du fait de cette crise, mais cette situation, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'elle réveille des situations traumatiques qui étaient peut-être enfouies. Et ce qui fait qu'actuellement, on voit des personnes qui vont consulter, qui n'ont jamais consulté auparavant. Donc, on est dans une situation en plus où nous, on parle de stress péritraumatique. C'est-à-dire que on n'a pas fini. C'est pas comme les attentats où il y avait une crise et puis c'est entre guillemets, c'était voilà pendant 15 jours, grande tension, grande inquiétude. Et puis on revenait vers la normalité. Là, on n'est toujours pas dans la normalité. On a toujours le risque d'exposition. Peut-être que là, ça va mieux, mais on va peut-être avoir à nouveau, je ne sais pas, à l'automne, etc. Donc, l'important, c'est effectivement d'identifier les personnes qui sont plus vulnérables. Et notamment, on voit, nous, une utilisation assez forte pour les millennials, parce que les millennials, ils passent leur temps en plus sur les réseaux sociaux, etc. Donc, ils sont particulièrement fragilisés. Là, on va sortir une étude mondiale sur l'utilisation de nos services et on voit qu'il y a une fragilité au niveau des millennials. Donc, et puis, après, effectivement, quand on identifie que la personne
à ce stress post-traumatique, c'est vraiment de se faire accompagner parce que ça se traite. Par contre, si ça ne se traite pas, il y a des effets secondaires avec des phénomènes de phobie, des phénomènes de retrait, des phénomènes de problématiques de sommeil, etc. D'où l'importance, effectivement, d'identifier et d'orienter. Peut-être juste un mot pour compléter. On voit que les sources de stress sont multiples. Je pense que dans nos vies, on a rarement été confronté dans une durée longue, et vous venez de le souligner, à ce stress. Il y a le stress interne, le stress externe, les messages du journal télévisé tous les jours sur le nombre de morts, qui sont quand même aussi... il y a quand même des nouvelles plus agréables. Hein. Donc, ensuite, moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir finalement comment on peut... rassurer les collaborateurs. Je pense que la réassurance est extrêmement importante, notamment dans la période de déconfinement, quitte à en faire un peu plus qu'on devrait en faire. En tout cas, ça a été vraiment le parti pris d'Adecco, en étant extrêmement clair à la fois sur la sensibilisation de tout ce qui est gestes barrières, mais de s'assurer, comme je le disais au début de notre entretien, que chez nos clients, là encore, l'environnement est sécurisé. Ça me paraît extrêmement important. Le sujet de la confiance, c'est-à-dire sans tomber dans des éléments qui seraient un peu utopiques, je pense que on a quand même une responsabilité dans ce qui va se passer après. Et je le disais, hein, il y a deux possibilités. Soit on s'enfonce dans la crise pendant plusieurs mois, soit on repart. Et là, on a un rôle à jouer sur la confiance qu'on doit avoir dans à la fois notre population, notre capacité de rebond, cette capacité de résilience. Et tous les messages, et c'est compliqué, ça a été un peu comme au début du confinement, quand le gouvernement a dit finalement il y a les soignants qui doivent soigner, il y a ceux qui doivent aller travailler pour les industries dites essentielles, et puis le reste, vous restez chez vous. On a vu qu'au départ, le discours était pas forcément toujours été bien compris. Je pense que là, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il faut absolument que dans nos actes managériaux, dans nos prises de parole, qu'elles soient en interne ou en externe, mobiliser les gens pour se dire que cette reprise, elle est possible, mais qu'elle dépend de chacun d'entre nous. Et si finalement on tombe dans cette inquiétude qui peut paralyser nos comportements, on aura du mal à en sortir. Et donc, moi, le message, c'est un message d'espoir en se disant que la rentrée, notamment la rentrée, on a parlé de crise sanitaire, de crise économique, il y a un vrai risque aussi de crise sociale, et de faire en sorte que, et ça a été souligné, dans cette période particulière, le dialogue social est essentiel, mais avec cette capacité finalement qu'on a et que les Français ont de rebond et de résilience par rapport à la situation actuelle. Il n'y a rien de pire qu'on s'enfonce durablement dans la crise. Daniel ? Je vous laisse, Sophie Laurence, revenir effectivement sur la question que vous avez pu remonter. Oui, Daniel, nous avons une question de Nicolas Arnal-Bertrand. Les impacts santé, notamment la fatigue psychologique et le doute installé durant le confinement, posent la question de la capacité de rebond des collaborateurs et donc de l'entreprise post-confinement. Quelles seraient les pistes d'action de réengagement du collectif à envisager ? Donc, Monsieur Moreau-François est en train justement d'aborder de ce rebond collectif. Monsieur Mingui, peut-être ? Oui, tout à fait. Je pense qu'effectivement, nous, ce qu'on préconise, c'est de travailler aux trois niveaux, en fait, hein, au niveau individuel, au niveau managérial. Parce que je répète, c'est une ligne qui a un rôle important à jouer, qui a besoin d'être soutenue parce qu'on est en période de changement. Donc, c'est accompagner les managers dans l'incertitude, dans les zones de gris, dans comment identifier les personnes qui sont à risque, comme savoir avoir des échanges dans l'écoute, dans la bienveillance. Donc vraiment un accompagnement du coaching, des formations vraiment sur cette ligne managériale me semble extrêmement importante parce qu'ils sont incontournables. Et au niveau organisationnel, vraiment nous on préconise vraiment une évaluation de la santé organisationnelle, où est-ce qu'on en est, et de travailler sur les facteurs ressources
pas regarder que les problèmes, travailler aussi sur les facteurs ressources, qu'on a réussi, parce qu'on a réussi quelque chose d'extraordinaire en 2 mois. D'ailleurs, on a été dans une transformation finalement. Grosso modo, ça a quand même marché, quoi. L'économie a tenu, etc. Les jobs ont été quand même plutôt plus préservés. On a appris énormément. C'était une phase de créativité, mais c'est aussi de se dire que on ne va pas repartir de la même manière. On est dans une phase de transformation, et donc il faut accompagner à tous les niveaux organisationnels, collectif, managérial et individuel. Effectivement, nous, on préconise effectivement une évaluation d'où sont les salariés, et ensuite une orientation, parce que parfois c'est tout simplement une mobilisation de l'énergie, parce que ces 2 mois, les gens sont restés moins actifs. On a vu, je crois qu'en moyenne, les Français ont pris 2 kilos de plus. C'est quand même pas neutre. Donc, quand on dit gérer votre temps, moi je dirais maintenant gérer votre énergie, parce qu'on se remobilisera que s'il y a de l'énergie, d'où des éléments tout simplement d'activité physique, d'hygiène physique, d'hygiène alimentaire, parce qu'on traversera cette crise aussi que si on a de l'énergie, et puis que si on prend soin de soi, s'il y a un besoin effectivement au niveau psychologique. Merci beaucoup, Monsieur Mingui.